Bonjour à tous, bienvenue sur AtterRide.com. Aujourd'hui, on va échanger avec Damien Gérardin, un designer qui a travaillé chez Neige pendant de nombreuses années, mais qui est aujourd'hui à son compte. On va revenir en détail sur les ailes de kite depuis leur apparition, du Sea Shepherd, en passant ensuite par l'aile à bridage. Il va nous aider à mieux comprendre ce que sont les ailes aujourd'hui. C'est un designer reconnu et en plus qui est français. Allez, on va discuter avec lui. Salut Damien, merci de nous répondre à l'interview. Salut les mecs, j'espère que tout va bien. On va parler d'alabridage et de Sea Shepherd, un peu tout ça. Toi, quand t'es arrivé chez Neige, du coup, tu développais pas les kites, après mais t'as développé un peu des Sea Shepherd. En fait, déjà pour revenir un petit peu en arrière sur le Sea Shepherd, à l'époque, il y avait que des Sea Shepherd et le but c'était d'avoir le plus de choqués possible avec un Sea Shepherd. Et je pense que ça a été le secret du succès d'une aile comme la Torche à l'époque, quand moi j'avais bossé dessus, quand je suis arrivé chez Neige, c'était le but, c'était de faire une aile qui marchait dans des conditions que moi je connaissais venant de France, c'est-à-dire vent irrégulier, rafaleux, pas les conditions idéales qu'on pourrait avoir ici à Hawaï souvent. À l'époque de la X4 ou de la X3, moi, pour souvenir, tu lâches la barre et tu te dis putain, ça s'arrête pas. Et on va aller où on va aller jusqu'à où là? À l'époque, pour redécoller une aile avant la cinquième ligne, quand même, il fallait tomber l'aile et il fallait nager le plus vite possible vers l'aile en espérant qu'elle se retourne. Dès qu'elle s'était suffisamment retournée, tu tirais l'aile arrière. C'était quand même une mission, quoi. T'es pas sûr de redécoller à tous les coups. Des fois, t'avais des mecs qui driftaient pendant quelques centaines de mètres avant de redécoller l'aile. Et c'est vrai que la cinquième ligne a permis de corriger ça. Ouais, et on a retrouvé des images d'archives là. C'était Panacea qui avait développé la cinquième ligne là où tu vois que c'était complètement. Enfin, pour beaucoup, ça paraît étonnant que ça puisse être une telle révolution la cinquième ligne à l'époque. Et le principal focus, c'était la sécurité. Tu lâchais ta barre, enfin tu déclenchais, la voile se retrouvait avec 100% de bordée, elle se retrouvait sur le dos de choquée, je veux dire, elle se retrouvait sur le dos, sur l'eau, t'étais peinard. Et en fait, moi en bossant dessus, je me suis rendu compte rapidement qu'on pouvait s'en servir en fait de deux façons. On pouvait d'une part avoir ce côté sécuritaire, se connecter à la cinquième ligne pour avoir le 100% choqué quand tu déclenches ton largueur. Mais aussi et surtout, ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'est qu'en fait, je m'en suis servi un peu comme d'un bridage. C'est-à-dire que on avait fait une cinquième ligne qui permettait d'avoir l'attention que dans un sens. Donc, on a pu développer des ailes avec des lignages plus petits. Et sur un Sea Shepherd, c'est hyper important d'avoir un petit lignage parce que c'est ce qui te permet d'avoir une aile qui va en fait, au final, avoir du choqué puisque le contrôle langue d'attaque est pas très important au final, vu qu'on n'a pas les bridages. Donc, en fait, le but, c'est d'envoyer l'aile en avant de fenêtre et grâce au petit lignage, en fait, une aile qui a moins de traînée et qui va aller plus loin devant dans la fenêtre. Donc en fait, il y a vraiment il y a deux trucs qui ont vraiment été intéressants sur la cinquième ligne à l'époque. Et ensuite, après, quand on était avec les bridages, bah, ça a tout changé aussi, puisqu'on a décollé en tirant en arrière, c'était la révolution d'un coup. Toi, comment t'as vu l'alabridage parce que t'as développé la Shockwave je crois, en premier? Donc c'est vrai que quand je suis arrivé chez Nash, et ben, tout de suite, je leur ai dit, les gars, il va falloir qu'on bosse sur des kites à bridage. Et c'est vrai que c'était marrant, c'était intéressant au début de voir qu'ils comprenaient même pas pourquoi on pouvait, enfin pas, je dis pas ça négativement, mais le marché, les gens se demandaient même pas pourquoi on avait besoin d'un abridage parce qu'on était tous très contents de nos séchettes, on se faisait exploser dans les rafales, on trouvait que c'était normal et puis on trouvait que c'était cool. Et c'est vrai que rajouter du choqué, ça paraissait pas évident jusqu'à ce que tu essayes, tu le fasses et que tu dises ah ouais d'accord, en fait ça change tout et d'un coup c'est tellement mieux. Mais c'est vrai que chez Nash à l'époque la marque ça cartonnait en vente d'ailes en séchette. Donc ils n'ont pas vraiment voulu tout lâcher pour se mettre dans le bridage. Contrairement à Cabrena à l'époque qui avait vraiment qui était à l'agonie presque parce que leur séchette ils vendaient pas. Donc quand ils ont vu le bridage arriver, ils ont acheté directement la licence à Genio et ils sont partis 100% dedans et ça a été le succès qu'on connaît aujourd'hui. Ils sont devenus des marques leaders comme ça. Et donc nous, ouais, moi j'ai travaillé un peu sur le side. J'avais 4 ailes C-Shape à développer avec Dan Montagu à l'époque. Et sur le side, le soir, on faisait un peu l'abridage en disant bon, faut qu'on y bosse dessus parce qu'on trouve ça marrant. Don, tu vois, rapidement, il était super excité parce que c'est un mec qui a bien les nouveaux trucs. Mais c'était pas la priorité commerciale à l'époque. Cela dit, les premières ailes à bridage que tu as développées, de mémoire, la Shockwave était quand même un truc assez lourd en barre et assez physique, hein. Bah, vu que les gens avaient l'habitude d'un certain feeling en barre, d'une certaine longueur de bordée choquée, les premiers bridages qu'on a fait, si tu avais une barre normale, tu avais 1 mètre de bordée choquée pour avoir le choqué complet sur la barre. Tu avais une barre qui était hyper légère dans les bras.
Donc on a fait un système avec des poulies sur la barre pour réduire le bord d'échaufqué de moitié, augmenter un peu la pression de barre. On s'est retrouvé avec une aile qui était quand même assez physique. Ensuite on a un peu tâtonné, on a donné l'option, tu pouvais enlever les poulies, garder les poulies. Mais surtout en fait, avec les années, on a vachement progressé sur les bridages pour faire des ailes beaucoup plus stables, beaucoup plus équilibrées. Tu vois, toute cette évolution, elle est passée aussi à un moment par le Sigma. Tu vois, si tu te rappelles, dans les années 2006-2007, les premières ailes à bridage, tu les volais, vent un peu régulier, tu étais sur la plage, souvent elles te tombaient dessus, elles faisaient du front stall, comme on dit, tu vois. Et il y avait vraiment un problème d'équilibrage qu'aucune marque n'avait réussi à résoudre. Hein. Moi, j'avais tout essayé à l'époque, elles faisaient tous pareil. Il y avait, tu vois, il y avait la fameuse Cabrina verte que tout le monde appelait la ligne verte parce que elle se retournait en l'air toute seule. Mais c'était pas que Cabrina, tu vois, c'était vraiment tout le monde. Mais aujourd'hui, on se retrouve majoritairement avec des ailes à V-bas et tu dois avoir une ou deux peut-être avec un Y. C'est un peu, tu vois, il y a un peu deux écoles. Moi, personnellement, j'aime bien avoir le V-bas pour une raison assez simple, c'est que aussi j'aime bien poser mon aile tout seul. C'est quand même plus facile avec un V-bas qu'avec un VO. Et puis si, tu vois, nous, enfin, quand même, on a pas mal de vagues ici. Des fois, tu te fais exploser dans les vagues. T'as ta barre qui va faire des tours. Si t'as un V-bat, des fois, t'as plus de chances de t'en sortir, de démêler les trucs dans l'eau que si t'as un VO, bah, tu rentres au bord à la nage, quoi. Donc, j'aime bien le V-bat pour ce genre de choses. Mais aussi pour le feeling que ça, j'aime bien le feeling V-bat par rapport au VO qui est un petit peu plus, en tout cas sur les ailes que je design, qui est un petit peu lourd en barre que le V-bat. La sécurité aussi sur un avant qui marche, qui a fait ses preuves, qu'elle marchait bien et qui enlève complètement la puissance sur les ailes à bridage. Aujourd'hui aussi, le V-bas permet ça aussi. Et ouais, après, la sécurité sur un avant, ça fonctionne, c'est prouvé, c'est bien. Après, pour moi, je le regarde tout le temps comme, tu vois, si tu compares à une bagnole, c'est pas un frein ou un ABS. Pour moi, c'est vraiment l'airbag. C'est genre, t'allais te prendre un mur, t'as déclenché, t'es pas mort, t'es content. Après, bon, si tu peux redécoller dans l'eau, remettre les trucs, c'est cool. Mais si tu peux pas, il faut déjà que tu sois content du fait que bah, tu t'es pas explosé comme tu aurais pu t'exploser. Donc, c'est comme ça que je le vois. Mais aujourd'hui, quand même, avec les ailes à bridage, lâcher la barre, ça tue déjà tellement de puissance que la plupart du temps, ça suffit quand même. C'est ça qui est bien. C'est tu parlais des C-shape à l'époque, quand quelque chose n'allait pas, tu avais intérêt à déclencher parce que c'était assez violent, tu vois. Il y avait des mecs qui se sont quand même fait sacrément mal, voire plus. Juste parce qu'ils n'ont pas déclenché, ils n'ont pas voulu déclencher, alors qu'aujourd'hui, tu aurais juste lâché la barre, c'était bon. C'est vrai que les longueurs de ligne se sont réduites. On est passé de 30 à 27, puis maintenant 22, 20, 22, 24 en général. Quelle explication tu as dans un sens? Parce que du coup, c'est vrai que on sent des ailes plus nerveuses et plus joueuses avec ça. Alors, pourquoi il y est arrivé? Tu vois, au début, on tâtonnait un peu. C'est vrai que tout le monde était en 30 mètres, on se posait pas la question. Et puis doucement, bah, on a essayé d'autres trucs. Moi à l'époque, je bossais avec Franz Solry, quand même la légende. Hein. Le mec, je pense que c'est l'un des mecs qui a le plus de style dans toute l'histoire du kite aujourd'hui. Le premier mec à avoir posé des kite loops quand même. Tu vois, on fait tous des kite loops maintenant, ça paraît normal, mais à l'époque, c'est lui qui a mis le boulot pour qu'on se rende compte que ça soit possible. Et lui, c'est vrai qu'il avait directement bossé avec des lignes plus courtes. Et en fait, tu as besoin de deux trucs pour arriver en ligne plus courte. Il faut être déjà, je pense, à l'époque, en C-shape, il fallait être plus fort parce qu'il fallait savoir gérer son aile. Mais lui, tu vois, il a expérimenté très vite. À l'époque, bah, c'était 30 mètres, lui, il passait direct en 20 mètres. Puis il trouvait ça trop long, il s'est mis en 15 mètres, puis en 10 mètres. Il a tout essayé. Moi, j'ai suivi vraiment à l'époque par mimétisme, mais très rapidement parce qu'en fait, je trouvais ça vraiment trop cool. Donc, personnellement, je naviguais souvent en 20, 16 ou 12 mètres, tu vois. Je me souviens de toi aussi qui faisais des loops en ligne courte aussi, cette fameuse photo et vidéo vue et revue sur je sais pas combien de shooting neige. Hein. Les lignes courtes en kite loop, c'est carrément plus marrant parce que tu passes forcément plus haut que ton aile. Dès que c'est suffisamment court, c'est plus facile de passer au-dessus de ton aile, donc tu te fais plus de sensations, quoi, c'est clair. Après, F1 à l'époque, je me souviens, était parti assez radical. Donc, Franz Rey était chez F1 de mémoire. Et ils avaient fait sur la Impact 2, tu devais avoir 16 mètres de ligne, je crois, ou un truc comme ça. Mais tu vois Étienne qui fait des sauts et qui envoie l'aile à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et je pense que c'était peut-être un peu trop tôt pour pas mal de gens, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, avec les ailes à bridage qui permettent la navigation tellement plus facile, tu n'as pas besoin d'une fenêtre de vol aussi grande que ce qu'on avait avant, avec une aile en C pour gagner de la puissance. Donc quand on avait besoin de 30 mètres à l'époque, on n'a plus besoin de 30 mètres pour avoir l'équivalent en puissance parce que tu as un contrôle vraiment de la barre. Donc en fait, tous, on a pu descendre doucement.
en suivant les mecs extrêmes, tu vois, comme France ou éventuellement le Wildman, qui eux veulent pousser vraiment en extrême. Tu vois, moi je ridais souvent en 10 mètres, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, tu vois, c'est hyper marrant, mais c'est pas pour tout le monde parce que l'aile est quand même souvent dans l'eau. Mais bon, c'est vrai que les jumps en une course sont, à mon goût, hyper marrants parce qu'au lieu d'être un balancier loin de ton aile, en fait, tu voles avec ton aile et il y a un côté quand même beaucoup plus engagé qui est vraiment sympa. Après, tu vois, tu parles de 20, 24. Je pense qu'il y a aussi, il faut faire attention à pas aller trop court parce que tu peux baisser ta plage de vent basse. Tu vois, typiquement, pendant un moment, j'avais livré les ailes en 20 mètres de ligne et j'avais pas mal de retours. Les mecs disaient, ouais, mais les ailes, elles n'ont pas de puissance. En fait, c'était simplement que la fenêtre de vol était trop courte, notamment pour une 12 mètres, une 11 mètres, une 14 mètres. Et les mecs n'arrivaient pas à générer assez de puissance. Alors, s'il y a assez de vent, ça change rien puisque ton aile elle est posée devant toi et tu fais que border choquer avec ta barre. Mais si tu as besoin de la bouger, c'est vrai que des lignes un peu plus longues, c'est bien. Et moi, tu vois, d'ailleurs, les grandes ailes, je les livre tout le temps avec une extension de ligne. Parce que tu vois, une 14, franchement, si tu mets 4 mètres de ligne en plus, et ben, tu vas gagner en plage basse, c'est évident. Tu vois. Un truc que j'ai toujours bien aimé, tu vois, depuis que je ride, que ce soit en ligne courte ou en ligne moins courte, c'est d'avoir en fait mon kite qui avait toujours un peu la même taille visuellement, en fonction de moi, de ce que je vois. Donc en gros, une 8 mètres, je mets des lignes plus courtes, elle va faire ça de large devant mes yeux. Une 14 mètres, je mets des lignes plus longues et elle fait encore ça de large devant mes yeux. Donc ça donne un feeling en fait, à une espèce de géométrie constante. Et je trouve que ça permet vachement bien de passer d'une aile à l'autre. Donc après, c'est un peu compliqué pour quelqu'un d'avoir une paire de barres, enfin une ligne barre avec des lignes pour sa 8 mètres, pour sa 10 mètres, pour sa 12 mètres, pour sa 14 mètres. Mais tu peux jouer avec, tu vois, les extensions. Tu vois, pas mal de fabricants aujourd'hui livrent des barres avec 20 plus 2 par exemple, ou 22 plus 2, ou des choses comme ça. Et tu peux te dire, tu vois, quand tu es en grande taille, tu mets tes extensions. Quand tu rides dans le vent plus fort, si tu as envie d'être un peu plus engagé, tu mets des lignes plus courtes. Et après, ça dépend aussi de ta façon de rider. Tu vois, typiquement en strapless, les lignes plus courtes, c'est beaucoup plus dur. Enfin, à mon goût, en twin tip, tu peux mieux le gérer. En foil, c'est pareil, c'est presque ça aide d'avoir des lignes plus courtes. Donc, je trouve que c'est pas mal d'avoir des barres un peu modulaires où tu choisis un peu. On y revient tout à l'heure, tu vois, le client peut faire un peu son réglage lui-même. Euh, ouais, je pense que c'est évident que ligne plus courte aujourd'hui, il y a aussi un autre avantage, c'est ça prend moins de place sur la plage, c'est plus facile de décoller, plus facile de reposer ton œuf. Donc il y a plusieurs avantages. Mais après, c'est vrai qu'on voit aussi le style du surf en surfkite qui a pas mal évolué avec les gens les riders, entre guillemets, ou les pratiquants qui utilisent plus le chocolat de la voile aussi et maintenant qui utilisent plus la puissance de la vague. Et c'est vrai qu'en ce sens, tu vois, que ce soit Kevin, Kai, qui ont des styles purement surf et vraiment très très beaux. Hein. C'est Ian Allredge qui a ouvert les yeux au monde, je crois. Je sais pas si tu te rappelles. Si. Ouais. Tout le monde était. On avait, nous à l'époque, quand on avait dans le team, on avait Rio qui ridait, déhooké, qui fracassait tout. Et puis il y a Ian qui est arrivé, on lui a filé une à l'abridage. Le mec, il avait pas cette espèce d'idée préconçue sur le kite qu'il lui fallait. Et en fait, il ride hooké avec le choquet et il nous a tous montré qu'en fait, c'était comme ça qu'il fallait faire. Il a mis la claque à tout le monde. Je me rappelle que le monde entier, on avait fait une vidéo à la Nash House et il a eu un segment. J'ai parlé avec plein de gens aujourd'hui qui sont à fond de strapless. Ils me disaient, j'ai regardé ce segment mais 250 fois et j'ai halluciné. Et moi, je me rappelle quand on le filmait, j'étais sur la plage, je prenais des claques sur claques à chaque terrain qu'il faisait, à chaque truc qu'il faisait, je dis putain mais c'est ça le futur quoi. Et en fait des fois ça prend un mec qui va être capable de montrer aux autres quoi. Ouais, ça dépend, c'est pas tout le temps le même mec qui est capable de le faire. Ce mec-là, moi je me souviens, il avait fait une session, je crois, aux Carolines du Nord ou un truc comme ça sur un beach break. Et quand t'es, en tout cas, en Bretagne, tu sais, à Hawaï, tu t'idéalises un petit peu, tu te dis bon, ok, bon, ils sont là-bas, c'est bien. Mais t'es dans des conditions de merde, pourri, clairement pourri. Et là, c'est là que tu te dis, ok, bon, on n'est pas dans le même monde. Aujourd'hui, ça semble obligatoire qu'une aile soit stable au zénith. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la problématique était de vous tâtonniez aussi bien sur les bridages, sur la stabilité, sur quelle implantation de V. Il y avait pas mal de composantes en fait qui étaient nouvelles pour vous au début. C'est ça qui est intéressant dans le design de kite et c'est aussi ça un peu le cauchemar des fois, c'est que tu as tellement de paramètres. Le bridage est hyper important, position de où tu tires sur l'aile, la longueur de chaque bride est hyper importante.
Mais il n'y a pas que ça, comme tu dis, il y a aussi la position de ta barre, à quelle hauteur est ton V. Ça va changer le feeling en barre. Et en plus, ce qui est compliqué dans le bridage, c'est que comme tu as une aile qui va changer beaucoup de l'angle d'attaque grâce au bridage, tu as ton centre d'effort qui est jamais vraiment au même endroit selon l'angle d'attaque que tu as. Et c'est pas mal de boulot pour trouver le bridage qui va vraiment fonctionner dans toute cette plage d'angle d'attaque en fait. Et pour ça, tu vois, tu as poulie, pas poulie. Souvent, c'est quand même plus facile de rajouter, à mon goût, parce que tu vois, il y a des mecs j'ai discuté avec des designers qui sont pas d'accord, mais j'ai l'impression que moi, à mon goût, rajouter une poulie, ça rend le travail un petit peu plus facile parce qu'elle va venir se trouver toute seule, la position, et t'as pas besoin d'avoir une position qui va être fixe, quel que soit l'angle d'attaque. Après, réussir à retirer la poulie, c'est pas mal aussi pour avoir un feeling un peu plus dur en barre, un peu plus direct. Mais ça peut aussi avoir des inconvénients parce que forcément, tu as bloqué ta position à un endroit et tu n'auras pas forcément tous les angles d'attaque qui vont fonctionner parfaitement sans la poulie. Donc il y a vraiment pas mal de paramètres à trouver. Donc toi, tu as été vachement impliqué dans l'apparition du Quad-Tex et du nouveau Dacron acheté, aussi des fils plus solides plutôt, et on avait des kites qu'on fait beaucoup plus. Ça a dû complètement, comparé à avant, où tu avais des lignes qui n'étaient pas pré-tirées, tu avais un spi, on va dire, simple, un Dacron basique, qui était plutôt issu de la voile de manière originelle. Ça a dû changer complètement le fait d'avoir des produits vraiment développés pour le kite. Complètement. Ouais. C'est vrai que moi, quand j'avais bossé à l'époque sur tu vois, le SPI avec ce que j'appelle plus haute densité, donc j'avais mis 4, tu vois, ripstop. T'as un SPI qui est plus rigide et c'était flagrant le moment où j'ai levé le premier proto avec. J'étais c'est bon, nos ailes elles sont 1000 fois mieux. Et ça m'a même permis de revisiter un concept que j'avais déjà essayé il y a de nombreuses années. Tu vois, les unlads, j'avais essayé il y a hyper longtemps et ça flappait tout le temps. J'arrivais pas à avoir une oreille qui était tendue. Et quand on est passé sur le SPI haute densité en 4 ripstop, et ben d'un coup, c'était carrément, ça flappait plus quoi. Donc là, on avait une aile qui était carrément mieux. Donc ça, vraiment, je suis hyper fan des SPI en haute densité de ripstop. Tu vois, 3 ou 4 ripstop qui est plus dense que les autres. Ça fait une aile qui est plus raide. Qui est au final plus marrante à rider. Mais d'autres trucs aussi sur lesquels j'ai bossé, c'est des fils à coudre plus solides pour avoir des leading edge qu'on peut gonfler plus haut. Et en fait, un leading edge mieux gonflé, c'est tellement mieux parce que déjà, tu te retrouves avec une aile qui bouge moins en l'air parce que tu la gonfles plus, donc elle est plus proche de ce que moi j'ai designé. Mais aussi, ça m'a permis de réduire un peu les diamètres de leading edge. Comme je disais tout à l'heure, même si sur une aile à bridage, le diamètre de leading edge est moins important pour la traînée, tu as quand même moins de traînée, donc tu as une aile qui est plus efficace, qui va être un peu plus légère parce qu'il y a moins de tissu, moins de matériaux, moins de bladder à l'intérieur. Donc ça, c'est deux évolutions qui sont vraiment clés aujourd'hui. Enfin, à mes yeux, tu vois, c'est les leading edge haute pression et les SPI à haute densité qui sont plus raides. Ça, c'est vraiment deux trucs qui ont vraiment changé, qui permettent de faire passer sans trop bosser sur le design général, qui permettent d'améliorer une aile grâce simplement à son cœur. Quoi. Pour revenir un peu sur les ailes tout-terrain et vraiment cet atout qu'elles ont, on sent vraiment que l'aile 3 lattes tout-terrain a pris un lead dans le marché énorme. On a toujours des ailes à côté, mais les gammes sont de plus en plus restreintes. Donc j'imagine pour toi, d'avoir une aile principale qui se vend beaucoup à développer, c'est un bonheur d'avoir pu avoir un exemple, c'est la pivot qui au début était peut-être manquait un peu de caractère en saut, en vague et tout, et qui s'est améliorée au fil des années. Clairement, moi je trouve que déjà au niveau facilité de développer, c'est plus facile d'avoir moins d'ailes, hein, c'est évident, parce que même quand tu habites comme moi un endroit où on y va quasiment tous les jours, ça prend du temps à développer, à tester, à régler le bridage, tout ça. Mais je pense qu'au fond, il n'y a pas forcément besoin d'avoir forcément autant d'ailes parce que, tu vois, moi je me base sur tu vois, quand tu designes pour toi, au final, tu essaies de faire un truc qui te plaît. Moi, j'aime bien avoir une aile dans mon camion. Je vais à la plage, c'est bon en strapless, je mets ma bande de strapless, c'est bon en twin tip, je vais en twin tip, et même si c'est du foil, écoute, j'aime bien garder la même. J'ai pas envie d'acheter, même si tu vois, j'ai autant d'ailes que je veux quasiment, j'ai pas envie de m'acheter plein d'ailes, j'ai pas envie d'avoir plein d'ailes avec moi. Donc j'aime bien avoir vraiment l'idée d'avoir une aile qui fait vraiment tout, et au final, c'est vraiment possible. Tu vois, quand tu compares avec un sport comme le windsurf où tu as une voile dans les mains, effectivement, une voile de vague, c'est plus maniable, c'est plus léger, c'est plus petit qu'une voile de slalom ou de race où il y a des cambers, des machins comme ça. Donc c'était pas possible en windsurf de faire ça. Mais nous, en kite, le kite il est dans le ciel.
Et en fait, c'est toi qui décides comment tu rides. Tu vois, on sait, tu vas là où ton kite décide d'aller. Donc au final, si ton kite est suffisamment rapide pour que tu rides des vagues, tu peux rider des vagues avec. Mais au final, s'il est suffisamment rapide aussi, il va aussi bien sauter parce que 60% d'un saut, c'est la façon dont le kite il va tourner. Parce que s'il engage bien le turn, il va bien t'envoyer fort. Et ensuite, une fois que tu es en l'air, tu gères ton saut. Donc en fait, tu vois, tu as des trucs qui peuvent être bons pour le wave riding, qui vont être bons pour les sauts. Au final, si tu as une aile qui est bien équilibrée, que tu as fait un bon bridage, que l'aile, tu vois, elle est bien stable à tous les angles d'attaque, et ben elle va être bien déhookée aussi, et tu vas pouvoir faire du freestyle avec. Alors c'est sûr que tu vas avoir une petite frange de la population, le mec hyper technique freestyle qui va faire du slider ou tu vois, de certains trucs, où il va sentir la différence avec une aile pure C qui est au final encore plus bloquée parce qu'elle n'a pas les bridages qui lui rendent un peu d'instabilité. Mais enfin, tu vois, perso, bon là, je suis un peu blessé, mais non, tu vois, je fais des handle pass, des machins, bah, je le fais très bien en aile à bridage, c'est pas un problème. Donc, au final, je pense qu'on peut s'en sortir avec moins d'ailes, parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas envie d'acheter plein d'ailes tous. Tu vois, je connais personne sur Terre qui achète une gamme de voiles de kite de vague, une gamme de voiles de freestyle et une gamme freeride du polyvalent, tu vois. Après, tu vois, ce qui est étonnant, c'est que l'aile à bridage, elle est arrivée entre guillemets, sur le devant de la scène grâce au King of the Air et Kevin l'expliquait bien, le fait d'être qui saute bien, etc. Et toi qui as été team manager pendant longtemps, j'ai l'impression que les riders et les mecs qui faisaient la vitrine du kite ont quand même freiné vachement, on va dire, l'implantation de cette aile parce qu'ils voulaient rester sur leur sichette. Clairement, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vrai que tu vois, enfin, moi ou toi, même les revendeurs, nous les designers, on a toujours envie d'avoir un nouveau truc. On est plus excités. Les athlètes pro, ils ont toujours ce défaut un peu de se concentrer tellement sur leur riding à eux. Ils s'entraînent avec un produit, ils arrivent à passer leur truc avec leur truc, avec leur matos, et ils veulent jamais changer parce que dès que tu les changes un peu, ils ont l'impression qu'ils régressent. Et les mecs sont trop concentrés sur leur progression tous les jours et ils voient pas la grande possibilité qu'il aurait de passer sur un nouveau produit qui va leur permettre d'avancer. Et je pense que les mecs qui font ça, en général, c'est ceux qui vont peut-être gagner une fois, mais qui vont jamais continuer à gagner. Et ce qui est hyper important, c'est de continuer à voir en avant. Et ouais, clairement, ces mecs-là, mais tous, ils ont été comme ça, tu vois. J'en connais très peu d'athlètes pros qui sont capables de passer sur un truc nouveau. Tu leur donnes un nouveau truc, ils disent ah ça marche pas, j'arrive pas à poser mon truc et ils repartent avec le truc parce qu'ils ont l'habitude du vieux truc. Et c'est dur de trouver quelqu'un qui va être suffisamment ouvert, tu vois. Même tu parles de Kevin. Kevin au final il a mis quand même quelques années à m'écouter, hein, ça fait plusieurs années que je disais. Et au final il m'a pas écouté, il a été forcé parce qu'il avait pas la bonne aile un jour pour un contest de passer sur une pivot. Et ça c'est, tu vois, c'est un peu marrant, mais bon au final. Tu sais, je fais souvent le rapport avec t'aimes ce que tu as l'habitude, tu sais, quand t'aimes manger, ce que ta mère te faisait quand tu étais petit. Bon, bah, l'athlète pro, il navigue tous les jours à quelque chose et il s'habitue à ce truc-là et il ne veut jamais en changer parce que ça fonctionne pour lui, quoi, il a l'habitude. Donc, en fait, bah ouais, au final, ce qui est marrant, c'est de voir que les clients sont beaucoup plus ouverts pour passer sur des trucs euh, bah, nouveaux parce que les gens sont moins bloqués. Ils ont plus envie d'avoir un truc facile, alors que le pro il s'en fiche que ça soit facile. Une aile dure, il va pas s'en rendre compte qu'elle est dure, puisque de toute façon il est fort. Quoi, hein. Encore une fois, Kevin, il y a pas mal d'années, vous aviez déjà des ailes à bridage et on le voit dans une session à Cape Town où il envoie, je crois, en surf là, mais comme un goré avec un engagement maximal et tu te dis, le mec il est tellement habitué à ses kites et ça se voit, mais là il est dans des conditions costauds, il prend des boîtes, 5e ligne, tout pour déchirer une voile au final, et alors, et pas du tout adapté quoi. Kevin Langueret, à l'époque quand il était en torche, parce qu'il pensait que la torche était ce qu'il lui fallait pour les compètes, et ben s'il allait rider en vague, il gardait la torche parce que il n'avait pas deux quivers avec lui, même s'il pouvait les avoir, il n'avait pas envie de voyager avec deux quivers, donc il avait que ses torches. Maintenant qu'il est passé en pivot, il a que ses pivots et il est hyper content avec ça, tu vois. Donc en fait c'est l'idée, au final même le pro, il n'a pas envie d'avoir plein d'ailes, et je pense, moi je me concentre vachement sur une aile qui va vraiment faire le plus possible, et je pense que c'est pas un mensonge marketing de dire qu'une aile elle peut vraiment tout faire parce que franchement moi je fais tout avec et je suis sûr que toi c'est pareil, tu changes pas d'aile régulièrement. Et tu le vois comment le kite que tu vas développer dans 5-10 ans? Après je pense qu'on va continuer à améliorer, tu vois, tu parles de 30 mètres, Kevin lui il parle déjà de 40 mètres, tu vois, et le but c'est d'avoir une aile qui va lui permettre de sauter à 40 mètres, tu vois, donc
avoir une aile qui va, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, engager le début des sauts mieux, ça va lui permettre de sauter un peu plus haut, puis après il y aura d'autres trucs. Peut-être on va bosser sur de nouveaux matériaux dans le futur. Te dire ce qu'il y aura dans 5 ans, c'est dur à dire parce que si je le savais, je le ferais aujourd'hui. Mais tu vois, je sens qu'il y a des évolutions vraiment intéressantes avec des petits détails. Tu vois, quand je design une aile, il y a plein de petits trucs. Tu rajoutes, tu changes et tu améliores. Et puis en fait, tu le sens dans ton ride que bah, l'aile elle est mieux. Et toujours pareil, tu vois, c'est un peu, je fais le rapport avec ma rééducation du genou en ce moment. Du jour au lendemain, tu t'en rends pas compte, mais tu regardes où tu étais il y a quelques mois, tu dis ah ouais, c'est bon, j'ai progressé. Et c'est pareil, en fait, si tu regardes les ailes il y a 2 ans, tu dis waouh, on a vraiment progressé. Les ailes l'an dernier, tu dis ah ouais, c'était quand même moins bien. Et chaque année, on progresse doucement. Donc d'ici 4-5 ans, je pense que ça va être cool. Et ouais, les 40 mètres, je pense qu'on les aura dans moins que 4-5 ans. Ah non, c'est sûr que l'évolution elle a été cool, mais imagine dans 20 ans ce qu'on va faire, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. En tout cas, on suivra avec attention ton actualité et on partagera tout sur Atoride, bien évidemment. Ouais, merci. Et moi, c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion d'avoir un magasin aussi motivé, donc ça fait plaisir de te parler, c'est cool.